Joe Yuko. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe bien. Quant à moi, je suis sur nos tabous et c'est forcément le bonheur. Et donc aujourd'hui, pour commencer l'année, vu qu'on commence l'année, je voulais qu'on commence l'année en sagesse. Parce que voilà, ça manque un petit peu. Et donc pour commencer, je voulais qu'on commence par la synthèse d'un livre. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de synthèse de livre d'ailleurs. Et bah, c'est juste que voilà, il y a pas mal de choix. Et puis voilà, l'envie de tout partager en même temps. Et puis voilà, finalement, voilà, je me suis décidée, j'ai fait un choix. Ce sera La Révolution intérieure de Krishna. Je ne sais pas, beaucoup d'entre vous la connaissent parce que c'est un best-seller, ce livre. Et donc, c'est se changer soi-même pour changer le monde. Se changer soi-même pour changer le monde. C'est dans l'air du temps. Et comme on pouvait pas tout, je peux pas tout synthétiser parce que c'est un livre qui est super riche, ben, ça nous prendrait au moins 2 mois. J'ai décidé de synthétiser le chapitre Une révolution intérieure et par conséquent extérieure est-elle envisageable? Bon, vu comme ça, ce n'est pas un peu, voilà, ça fait un peu bizarre parce que c'est un chapitre du livre, c'est l'un des chapitres du livre, mais bon, je vais détailler un petit peu, voilà, au fur et à mesure du billet. Donc, c'est un chapitre en fait qui parle beaucoup à notre inconscient et qui nous amène au questionnement. D'ailleurs, on a parlé de révolution intérieure tout au long de l'année 2018, c'est bizarre. Et puis à la fin là, de l'année, on a des révolutions. Donc la révolution est dans l'air du temps. On peut aller voir ce qui se passe dans ce livre. Bien évidemment, on ne peut pas commencer sans dire quelques mots sur Krishna parce que voilà, c'est un grand homme quand même. Krishna qui aujourd'hui est passé de l'autre côté, paix à son âme d'ailleurs. Pour moi, c'était un fin orateur parce que j'écoutais pas mal de ses conférences. Et c'est quelqu'un qui maniait très bien et qui manipulait très bien tous les sujets philosophiques et spirituels et tout ce qui était fondamentaux. D'ailleurs, c'est pour ça que je parle souvent pas mal de fondamentaux aussi. C'est un homme qui ne voulait pas se laisser définir. Il voulait pas que, voilà, il voulait pas avoir un statut, il voulait pas être un super-homme, un superman, il n'aimait pas ça. Et il a beaucoup voyagé à travers le monde, justement pour expliquer aux gens le besoin de se transformer par soi-même au travers de la connaissance de soi. C'est trop beau. Et pour lui, un changement fondamental de la société ne pouvait émerger seulement que par un changement radical de l'individu, puisque la société est le produit des interactions entre les individus. Bien qu'il n'ait été sensible au cours des décennies aux questions contemporaines, ses réponses, par contre, elles étaient très enracinées dans sa vision intemporelle de la vie et de la vérité en tant que telle. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, quand on lit son livre, c'est d'actu. En fait, c'est comme si le mec, il avait écrit, voilà, il y a quelques mois, et pourtant, voilà. Il a, par contre, il a essayé de transcender toutes les frontières artificielle de la religion, de la nationalité, de l'idéologie et toutes les pensées sectaires. Se refusant de jouer le rôle de gourou, il a exhorté ses auditeurs à observer les questions fondamentales de l'existence avec honnêteté, persistance et ouverture d'esprit. Et il a d'ailleurs écrit plusieurs ouvrages, donc Se libérer du connu, qui est super, que je vous conseille, Le sens du bonheur et Vers la révolution intérieure, qui pour moi est un super livre et qui amène à un questionnement sur l'importance qu'il y a d'amorcer un changement sur soi afin de changer le monde. Dans le chapitre La révolution intérieure et par conséquent extérieure est-elle envisageable, Krishna nous rappelle l'importance qu'il y a de découvrir par soi-même et aussi
que nous allons aussi apprendre sur nous-mêmes à partir de ce que va nous dire une autre personne. Et pour cela, il faut écouter. L'écoute est l'une des choses les plus ardues qu'il soit. Et pour lui, c'est tout un art, quoi. L'écoute est difficile pour les humains parce que même lorsque nous voulons apprendre, nous avons déjà au préalable nos points de vue, nos opinions, nos croyances, nos affirmations dogmatiques, nos propres expériences et connaissances. On peut s'observer en pleine discussion, c'est tennis de table, c'est ping-pong en fait, et on s'envoie des informations, même moi je fais pareil, et personne n'intègre réellement ce que l'autre lui apporte comme information. Même lorsqu'on a envie vraiment d'apprendre ou d'écouter ce que disent les autres, en fait, tous les jugements qu'on a cités là-haut rentrent en compte. Et puis, ça nous empêche de réellement écouter. Il nous est très difficile à nous d'écouter sans se livrer à des jugements, à des conclusions, à la comparaison. D'écouter tout simplement comme on écoute de la musique ou comme on écoute quelque chose qu'on aime. Ce n'est pas simple. Et si on écoute comme si on écoutait de la musique, en ce moment-là, on écoute sans l'intellect en fait, parce que on va peut-être écouter un peu plus avec notre cœur. Parce que le problème avec l'intellect, c'est qu'il conceptualise tout et que c'est de l'ordre de la réflexion, de la spéculation et non de l'expérimentation même. Et si on pouvait écouter avec le cœur, ce n'est pas simple, hein? Ce n'est pas facile. Parce que l'écoute avec le cœur, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, neutre. C'est quand tu écoutes avec ton cœur, tu ne juges pas, tu fais pas de conclusion, toutes ces choses-là. Tu n'es pas en mode émotionnel, tu n'es pas en mode sentiment, mais c'est juste une façon saine en fait, avec une réelle intention vraiment de découvrir derrière. Ce n'est pas évident et pourtant pour réellement rentrer dans le processus de découverte, il faut faire abstraction de nos propres expériences, de nos connaissances, de nos savoirs et aussi de toutes les conclusions qu'en fait on ramène souvent. Parce que dès qu'on a quelqu'un qui nous raconte une histoire en général, bah, ce qu'on va faire c'est de conclure, c'est d'aller chercher un peu dans l'intellect, qu'est-ce que l'histoire avait dit que machin truc avait fait que machin, et puis on fait tout ça pendant que la personne est en train de nous parler, nous on a déjà fait notre petit truc dans la tête quoi. On peut observer qu'on fonctionne pratiquement tous sur des formules apprises, des mots et des hypothèses que parfois, qui ne sont parfois que de peu spéculation. Donc, comme je viens de dire là, monsieur mental, lui spécule, hein, lui, dès qu'il voit quelque chose, il analyse, tac, 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 tac. Il est comme un ordinateur, voilà, c'est monsieur analyse. Et donc, quand on est curieux de la vie et qu'on va apprendre, qu'on veut comprendre, qu'on veut creuser ou qu'on va enquêter vraiment de manière authentique, nous devons laisser de côté tout ce qui est projection, tout ce qui est humeur, tout ce qui est conclusion et toutes les formules magiques toutes faites qui sont déjà prêtes à être consommées là. Pour Krishna, après l'écoute vient l'observation et l'apprentissage. Et donc, pour comprendre réellement notre monde, il faut rentrer dans un réel processus d'apprentissage, comme on a dit là-haut, de découvrir par soi-même. Voilà. Et c'est un petit peu comme une initiation, quoi, apprendre qui n'est plus se conformer, qui n'est plus d'être dans le contrôle, qui n'est plus réprimé, mais apprendre vraiment et avec lucidité ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de nous. D'essayer, ouais, je sais, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Enfin, pour Krishna, c'est possible, donc je crois que c'est possible aussi. Donc, d'essayer de voir ce mouvement comme un mouvement unitaire, unique. Donc, entre ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur, de voir ça comme quelque chose d'unique en fait, comme un tout, quelque chose qu'on ne peut pas séparer. Prendre conscience que le monde à l'extérieur de moi
est le même à l'intérieur. Et si on observe par exemple notre monde à l'extérieur en ce moment, c'est quoi sa réalité? Alors, les personnes qui promettent de régler les problèmes ne le font pas, ou au contraire, ils les amplifient. Les pays sont divisés avec d'un côté les pauvres et les riches. On voit de la misère, on voit de la guerre, il y a les conflits, et puis tous les dogmes qui nous entourent là, avec leurs rituels, leurs croyances qui ne font qu'amplifier la division. Ça, c'est la réalité qu'on ne peut pas nier. Qu'est-ce qui se passe dans notre monde? Pour Krishna, ce qu'il conseille et qu'il préconise, c'est de regarder les choses avec froideur et lucidité et de laisser nos opinions de côté. Parce que pour lui, en général, les opinions sont sans valeur. De regarder les faits dans leur réalité sur le plan interne et externe, sans apporter de conclusion, juste avec de l'objectivité et par observation. Je sais que c'est dur, surtout pour moi, c'est pas évident pour moi parce que voilà, quand on a une blessure d'injustice avec laquelle on n'a pas réellement fait la paix, c'est pas évident. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que lorsque on a une telle perception des faits et des situations, on peut aussi agir sur ces derniers. Parce que voilà, mais si on s'obstine à tout vouloir intellectualiser, on est un petit peu mal barré parce que l'intellect, on l'a dit un petit peu, ne prend pas en compte une certaine réalité. Lui, il reste dans l'abstrait et le concret lui échappe un petit peu. Donc quand tu vis quelque chose dans la réalité, si tu intellectualises tout, ça devient compliqué de pouvoir avoir comment dire, une même mise là-dessus. Pour Krishna, sociologiquement, économiquement, culturellement, la désintégration est à l'heure et ceci étant fait d'une évidence toute simple. Et si tu viens par exemple d'un dogme qui est différent du mien, on ne peut que s'opposer. C'est chacun son truc. Et c'est d'ailleurs dans l'ère du temps. On peut le voir, hein, aujourd'hui, on est divisé, on le sait pourquoi. Et si tu viens dans notre dogme, on ne peut se tolérer que quelques jours. Mais il ne faut pas abuser, ça ne dure pas souvent. Parce que de toute façon, fondamentalement, nous sommes en opposition. Et là où il y a division, il y a forcément conflit, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc si par exemple ton voisin il est d'un dogme différent du tien, même si vous vous dites bonjour, hein, je crois que quand tu rentres chez toi, voilà, tu te dis lui, voilà, je peux pas le saquer. Le voisin c'est pareil. Et à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe? Tu as forcément la haine. Donc c'est une répercussion. Donc on a l'impression que non, c'est juste le fait qu'on ne soit pas de la même croyance que il y a un malaise. Mais le malaise, il se répercute aussi à l'intérieur de nous. Et on peut aussi constater tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pauvre monde. Tous les formidables développements technologiques, les changements sociaux, la permissivité et toutes ces bizarreries là voilà, qui ne rendent pas forcément l'homme heureux. Mais qu'est-ce que ça fait finalement? Est-ce qu'on se pose la question de se dire que ok, on est en train de gagner en évolution parce que c'est ça qu'on appelle évoluer, mais est-ce que ça nous rend vraiment heureux? J'ai l'impression que Pierre Rabhi et Krishna ils se posent les mêmes questions. Et pourtant, voilà, on devrait pourtant baigner dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans tout ça. Mais eux, d'après leurs questions, d'après les livres, d'après ce qui nous apporte comme information, on est plutôt en train d'évoluer, si on regarde bien finalement. Il nous incite à chaque fois. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai remarqué chez lui, parce que quand j'ai regardé un petit peu ses conférences, à chaque fois, il est vraiment voilà, l'orateur et il incite à chaque fois tous les participants à s'observer au fur et à mesure qu'il parle. Il pose des questions et il demande aux gens aussi de se poser des questions.
Je trouve ça très intéressant parce que justement, ça permet à tout le monde de s'analyser. Et puis ce n'est pas lui qui apporte les réponses, c'est forcément nous-mêmes qui apportons les réponses. Et c'est super. Et donc pour lui, tous ces développements, la technologie, sociaux et tout ça, ça entraîne une foule de contradictions à l'intérieur de nous. Mais on ne se rend même pas compte. Parce que on baigne finalement dans une mare de confusion, de contradictions, de conflits, de souffrances, sans parler de cette course illusoire au plaisir et aussi des éclairs de joie furtifs que nous avons. Ce n'est jamais sur du long terme, c'est vraiment que des choses, voilà, c'est des plaisirs immédiats. Pour lui, comment envisager une révolution intérieure et extérieure ou comment changer de façon radicale. Il nous rappelle que continuer de vivre sur nos vieux modes de pensée, donc faire le disque rayé là, que ça suffit. Nos vieilles habitudes, tout ce qui est vieux doit peut-être peut-être dégager si on veut passer à autre chose. Et pour lui, ce sont aussi toutes les structures même de nos pensées qui doivent changer. Il a fait tout un speech sur le cerveau et tout ça là. Bon, bah, ça c'est dans le livre. Vous savez que nous on n'aime pas tout ce qui est compliqué là. Dès que ça devient un peu les chimiques et tout ça, ça devient voilà technique et tout. Bon, c'est pas notre spécialité. On n'est pas des spécialistes ici, on a dit. Donc moi j'ai pris que l'essentiel. Donc voilà, les structures du cerveau aussi. Il faut tout changer. Il faut changer la façon de penser parce que quand on a été conditionné d'une certaine façon. Maintenant, à nous d'amorcer un changement à un certain moment de nos vies. Donc, oui, il faut tout changer à l'intérieur pour pour que naissent de nouveaux comportements et et s'instaurent de nouveaux fonctionnements à l'extérieur. Donc voilà. Et pour lui, c'est Monsieur Intellect et Madame Pensée qui fusionnaient ensemble foutent un petit peu le chaos et le bazar dans notre tête, autant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur. Pour Krishna, c'est la pensée, cette usine à gaz là qui crée autant de divisions au mètre carré. Et que ce soit pour des raisons sociales, culturelles, politiques, linguistiques, idéologiques, économiques, ce n'est pas compliqué, c'est simple et c'est tellement simple que on remet toujours cet argument à la poubelle, on intellectualise tout. Et d'ailleurs, il dit que c'est la pensée et l'intellect justement mis ensemble parce que depuis, ils ont acquis un solide capital de savoir et de connaissances et d'expérience. Ils ont acquis ça et que tout ça mis ensemble crée un saut pas possible et que toute nouvelle tentative de la pensée ne sortira de là. Vous voyez, c'est un petit peu le piège, c'est même une prison parce que tu penses, tu intellectualises et voilà, et tu tires une conclusion. Donc, c'est un petit peu, c'est complexe. Mais voilà, après quand tu l'as compris, ça devient beaucoup plus simple. Donc, si vous vous observez, vous allez vous rendre compte que votre intellect est une grande habileté. Il passe son temps à mettre en œuvre des situations objectives ou pas. Et voilà, il fait tout pour nous diviser, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous sommes toujours pris entre deux flux, entre notre monde de pensée et celui de l'autre. Et nous sommes conditionnés parfois par notre passé aussi. Et c'est malheureusement en ces termes que nous pensons. Et tout ça, c'est la pensée. Parce que voilà, dans le passé, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Bah, on reste dans le passé et on n'avance pas. On ne regarde pas les choses froidement dans le présent parce que le passé revient toujours nous faire ressasser, nous faire intellectualiser, nous faire tirer des conclusions, nous faire juger. Et malheureusement, on n'arrive pas à avancer à cause de ça. Dans ce chapitre, qui est le 26e de Vers la révolution intérieure,
se changer soi-même pour changer le monde. Dans ce chapitre, on ne peut que pousser la réflexion et sortir un petit peu des détails. Les détails, moi, ça me saoule un peu. Mais bon, c'est en général où se cache le diable. On ne peut pas faire sans. D'aller voir au-delà du voile des apparences et de tout ce qui est connu, donc de sortir des sentiers battus. De mettre entre la pensée et l'intellect un troisième protagoniste, le cœur, le troisième œil, c'est le cœur. C'est cette intelligence qui n'a ni pays, qui n'a ni idéologie, qui n'a ni race, qui n'a pas de dogme, qui n'a pas de préférence, de référence, qui n'est pas polluée par nos suggestions et nos pensées. On peut mettre ici en mots les mots M-A-U-X que subissent un petit peu l'humanité et leur origine. Ça appelle à de la responsabilité, à la responsabilité de chacun. Nous devons tous prendre conscience que ce chaos est fait et qu'il est nourri aussi par nos croyances, par nos connaissances, par nos pensées, par voilà, tout ce que nous voyons, comment nous voyons les autres. C'est tout ça qui amène le chaos. Une révolte intérieure a un coût, c'est vrai. Ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande même un effort surhumain. C'est sortir du connu, de sa zone de confort. C'est de vivre parfois dans la douleur, dans la tristesse, dans la solitude. Mais après, ça va mieux. Parce que quelque chose que je comprends maintenant, c'est que ça demande un effort surhumain. En fait, nous sommes des mecs qui sont au-dessus de quelque chose, en fait. On peut faire des choses qui dépassent ce dont on croit qu'on peut faire, en fait. C'est nos croyances limitantes, là. Le truc qui est encore beaucoup plus surhumain, c'est de prendre conscience que nous sommes peut-être une seule et unique conscience qui est un petit peu fractionnée. Mais nous sommes rattachés les uns aux autres et que malheureusement toutes nos croyances et autres là viennent mettre la division. Une révolte intérieure a ceci de magique, elle nous libère justement de notre prison, non seulement de la prison psychique mais aussi physique. C'est une vraie liberté, c'est quelque chose que chacun de nous devrait expérimenter. Et si ça peut se faire aujourd'hui, ce serait encore mieux parce que voilà, moi je lance limite un I have a dream. J'ai un rêve, j'ai rêvé que l'humanité recouvrait sa conscience. Nous devons constamment nous questionner parce que le questionnement amène l'ouverture d'esprit et il nous permet aussi de remettre en question parfois des choses qui sonnent comme des évidences et même parfois il peut aussi nous amener à remettre en question notre identité véritable. On peut aussi être amené à se demander si finalement tout ce pourquoi on se bat, tout ce qu'on veut être et tout ça, est-ce que c'est vraiment nous? Est-ce que c'est vraiment ce à quoi on aspire vraiment? Est-ce que c'est vraiment nos pensées? Est-ce que c'est vraiment nos idées? Est-ce que c'est vraiment nos choix? Est-ce que... Oui, de regarder froidement les choses et puis de se questionner par rapport à ça. Pour moi, le message subliminal du chapitre, parce qu'il y a autant de messages subliminaux que de chapitres. C'est pour ça que moi, je vous le conseille. C'est une petite pépite. Donc, pour moi, le message subliminal, c'est que plus nous sommes ouverts à nous-mêmes et moins nous sommes manipulables par les éléments extérieurs. Parce que ce n'est que ça, c'est ping-pong. Les trucs extérieurs arrivent, ça nous prend en plein fouet, de plein fouet à l'intérieur. Et voilà, on tombe dans le piège. Donc, pour ça, il faut regarder la réalité telle qu'elle est. Sans y mettre de forme, sans mettre des frustrations, sans mettre nos impossibilités naturelles, les choses qu'on se crée là, sans mettre nos croyances limitantes parce qu'on en a pas mal quand même. Et là, on peut enfin se réaliser plus facilement. Par exemple, c'est vrai que si tu es dans une situation, par exemple, d'handicap, je vais prendre un handicapé, tu es pas mal limité, c'est vrai. Mais quand tu vois ce que tu te permets comme possibilité dans la réalité avec ta réalité,
tu arrives à faire la différence. Donc, par exemple, ouais, si je suis dans un pays pauvre, dit pauvre, parce que voilà, on croit qu'on est pauvre, euh, je, je vais me créer des conditions qui vont faire que je ne vais pas me sentir dans un état de pauvreté. Au contraire, je vais choisir je vais vivre, je vais me créer des situations pour pouvoir être en paix, pour pouvoir être en joie. Et d'ailleurs, on trouve beaucoup de personnes comme ça dans des pays, comment dire, en guerre ou dans des pays pauvres, machin. On voit quand même que les gens restent quand même sereins malgré tout. Ils sont en joie et ils sont bien. Donc ça veut dire que il n'y a pas de raison et qu'il y a des gens qui arrivent même parfois dans un état de détresse. Il y a de la détresse autour de nous, autour d'eux, et ils arrivent à créer des conditions vivables en fait. Et si on est réaliste, en fait c'est un peu ça. Parce qu'on a cité dans le Bonne Année tout ce qui se passe dans nos vies depuis qu'on est né. Tu n'arrives pas dans un monde aseptisé. Il y a toujours quelque chose qui tombe dessus. Il y a toujours un souci, il y a toujours ci, il y a toujours ça, il y a quelqu'un qui part, il y a une maladie. Il y a toujours un truc très fort, très traumatisant qui t'arrive. Mais maintenant, comment dépasser ça? Comment dépasser les épreuves? Comment vivre dans un monde qui est déjà un enfer? Et qui peut-être pour beaucoup d'entre nous, on ne verra jamais de changement parce que voilà, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Non, c'est pour ça que je voulais faire ce chapitre parce que au lieu de se battre, c'est bien de se battre pour nos acquis, c'est très bien. Je pense à toutes les révolutions qui se font aujourd'hui. Bon, c'est pas parce que on va pas participer à la révolte qu'on n'est pas en révolte, justement. C'est parce que peut-être qu'on a compris que la révolte se fait aussi de l'intérieur. Il faut d'abord comprendre ce que ça nous fait à l'intérieur pour aller se battre avec l'extérieur. Si tu ne comprends pas ton intérieur, tu ne comprends pas ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu vas aller mouliner à l'extérieur. Donc, la vraie révolution, elle commence par soi-même. Et comme ça, on a plus d'arguments, on est plus conscient du pourquoi on se bat et aussi de comment on doit se battre. Parce que parfois, on peut se battre à vie. Hein. Il y a des gens qui se battent toute leur vie et ils ne voient pas de changement. Je vous laisse ici et j'espère que cette petite synthèse d'un des chapitres, c'était quoi? Une révolution intérieure et par conséquent extérieure est-elle envisageable? Vers la révolution intérieure, se changer soi-même pour changer le monde, de Krishnamurti vous a un petit peu voilà, parlé. Et franchement, c'est un livre à lire, à avoir. Il est très bien. Moi, franchement, je suis contente. Se changer soi-même pour changer le monde, c'est effectivement dans cette... ça devrait être notre credo, quoi. L'hymne national, on doit chanter ça tous les jours parce que je crois que c'est ce qu'il faut faire. C'est ma croyance. Pour moi, c'est ça. J'ai partagé un statut d'ailleurs ce matin sur mon WhatsApp où j'ai mis un petit truc, une petite citation qui dit que nous ne voyons pas le monde comme il est, nous le voyons comme, comme nous sommes. Non, voilà, nous ne voyons pas le monde comme il est, nous le voyons comme nous sommes. Donc, ça veut tout dire. Hein. C'est no comment. Donc voilà, si on veut changer le monde, on sait maintenant ce qu'il nous reste à faire. Il faut se changer. Allez, je vous dis à très bientôt sur Nos Tabous. Je vous embrasse très fort. Je vous demande de prendre une fois encore plus soin de vous qu'avant. Prenez soin de vous tous les jours, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Ne vous fatiguez pas parce que ça va porter ses fruits un jour. Allez, je vous embrasse très fort. Passez une bonne semaine. Détendez-vous et puis on se dit à très 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 bientôt sur Nos Tabous. Bisous bisous. Ciao.